Merci de nous retrouver sur Acteurs Public TV. On est ici au Palais des Congrès de Strasbourg pour le congrès national de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Et nous allons parler gestion des ressources humaines et management des équipes. Avec vous, Véronique Robitaillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'INET, l'Institut national des études territoriales, qui est basé ici, à Strasbourg. Vous êtes également directrice générale adjointe du CNFPT. Bonjour Loïc Corré. Bonjour. Vous êtes président délégué de l'ADCF. Vous êtes président de l'Embal Communauté dans les Côtes d'Armor. Alors vous intervenez tous les deux à une table ronde tout à l'heure évoquant le rôle des employeurs publics. Loïc Corré, on arrive à la fin du quinquennat, il y a eu un certain nombre de réformes territoriales. Comment les agents publics ont vécu ces réformes? Est-ce qu'elles sont un peu anxiogènes pour eux? Et comment les employeurs publics doivent les accompagner? Alors de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est pas simplement pour les agents des collectivités que la période est anxiogène, elle est globalement anxiogène. C'est-à-dire que ce mandat-ci a été quand même un mandat tout à fait particulier, je le dis régulièrement, à nul autre pareil. Réforme fiscale, crise économique, réforme à tout va du point de vue des collectivités, ça fait beaucoup en même temps et tout est en même temps, tout se situe même dans ce contexte. Donc il est évident que pour les élus c'est anxiogène, pour la population ça l'est, et pour les agents qui sont en charge de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, c'est aussi anxiogène parce que chacun se demande à un moment donné qu'est-ce que je deviens dans cette affaire? Et il est évident que ça crée des opportunités, ça crée beaucoup de mouvements. Le mouvement, par définition, crée des possibilités. Mais en même temps, ça demande à chacun de se poser la question du management et de l'organisation de tout ça. Mais là, quand on est sur des fusions qui vont arriver dans quelques semaines, en Oui. janvier, qu'est-ce que les managers publics, qu'est-ce que les élus disent à leurs agents? Parce qu'il y a des enjeux indemnitaires, enfin il y a plein d'enjeux. Oui, oui. Alors on a effectivement les enjeux que vous évoquez sur les fusions, mais on a aussi tous les débats nationaux. Le débat sur le temps de travail au plan national avec le rapport de Philippe Laurent. On a le régime indemnitaire qui vient, on a tout ce qui tourne autour de la PPCR et de la mise en œuvre de la PPCR, plus les fusions avec leur cortège de bouleversements du point de vue des harmonisations et du point de vue des mobilités. Un des points fondamentaux qui ressort d'ailleurs, c'est les mobilités. C'est qu'est-ce que je vais devenir dans le prochain système, du A jusqu'au C, ou l'inverse, comme on veut. Donc on est effectivement dans ces situations-là où aujourd'hui, on est à exactement la croisée des chemins, et les élus, alors c'est là que ça reprend tout son sens, le rôle, le terme élu-employeur prend tout son sens, parce que les élus doivent être les managers principaux, doivent donner les directions à leurs équipes de direction, de manière à ce que justement après il y ait des visions. Parce qu'on constate que sur un projet de ce type-là, la moitié du projet, c'est l'explication, c'est la vision, c'est la façon dont on procède et c'est l'écoute, avec le dialogue social qui va avec. Véronique Robitaillé, tout cela passe, enfin ces enjeux qu'évoque Loïc Corré, par la formation des managers publics pour les accompagner au changement, à la gestion d'équipe, ce que vous faites j'imagine à l'INET, et puis la formation de l'ensemble des agents territoriaux au niveau du CNFPT. Oui, tout à fait. Je rebondirai sur ce que vient de dire Loïc Corré pour dire que les agents ils ne sont pas isolés dans les collectivités par rapport à ce qui se passe dans la société. Donc ils sont confrontés à beaucoup de mouvements. On pense la question du numérique est très importante en termes de bouleversement social. Et au milieu des collectivités, on a en plus ces incertitudes sur l'avenir avec les changements institutionnels. Ensuite, la façon de pouvoir aborder ces questions, c'est aussi de considérer les agents comme des interlocuteurs adultes avec qui il faut échanger, à qui il ne faut rien cacher. Il y a des choses qu'on sait, d'autres qu'on ne sait pas et qu'il faut qu'on construise ensemble. C'est ce qu'on essaye de voir dans la formation des futurs cadres de direction, c'est de pouvoir construire des relations positives avec les personnes. On a des phénomènes de territorialisation de toute façon des politiques publiques pour les plus grandes collectivités. Donc il faut voir que le service public porté par les collectivités locales, c'est souvent un service de proximité, c'est là qu'on a beaucoup de personnel. En général, on reste localisé dans des endroits précis par rapport à cette question de la mobilité. La question est plus difficile quand on a une disparition de compétences. Je pense par exemple aux départements qui perdent la compétence économique sans qu'il y ait un transfert. À ce moment-là, l'employeur a à reconstruire le projet politique pour pouvoir donner de la perspective et de l'envie, de la motivation aux personnes qui sont souvent
prêtes à évoluer. Et là, la formation peut accompagner sur des transitions professionnelles. Encore faut-il que ce soit accompagné dans la collectivité. Loïc Corré, on parle de climat anxiogène, mais ce sont aussi des opportunités. Alors pour revenir plus spécifiquement sur les intercos, quand des intercos fusionnent, se regroupent, se rassemblent, elles sont plus fortes, elles se dotent de compétences nouvelles, sont des opportunités aussi pour les managers, pour les agents. Alors, quand on dit anxiogène aussi, faut mesurer, relativiser, parce que le mouvement actuel des collectivités est un mouvement porteur d'avenir. Il ne faut pas oublier ça. Donc on est peut-être dans un moment complexe, mais on est dans une perspective qui est extrêmement intéressante quand même et qui est positive globalement pour l'habitant, globalement pour les collectivités, donc globalement pour la fonction publique territoriale. Il y a un vrai avenir autour de ça, il ne faut pas oublier ça. Alors maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, je crois qu'on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, la fonction RH, pour reprendre celle-là, puisque c'est notre débat ici, n'était pas une fonction complètement assumée dans les collectivités moyennes. Et que justement, ce qui va se produire dans un certain nombre de cas, c'est qu'on va passer de collectivités qui étaient très petites, qui avaient plutôt des ressources de direction de personnel, de gestion de personnel, à des directions de fonctions RH assumées. Avec ce que ça implique, comme vous le disiez à l'instant, sur tous les enjeux futurs de formation, d'organisation du personnel, de dialogue social, de numérique, parce que tout ça est en plus transversal complètement. Et ça implique une professionnalisation d'une fonction qui n'était pas assumée en tant que telle par des directions qui étaient trop petites et par des élus qui ne se sentaient pas employeurs complètement. Sauf que maintenant, c'est quand même la moitié de notre budget dans tous les cas. Hein. D'accord. Donc pour insister sur les managers publics, Véronique Robitaille, donc ça veut dire quand des organisations fusionnent, il y a moins de postes, mais il y a des opportunités aussi plus importantes. Ils le vivent, alors pour l'INET, les élèves de l'INET, ils le vivent comme un défi enthousiasmant, un challenge, on y va, ils vous disent. Je pense quand on est élève à l'INET, par nature, on est enthousiaste, puisqu'on a réussi un concours difficile. Et au cours de la scolarité, ils ont l'occasion de voir les collectivités dans leur diversité, tout type de nature de collectivité. Ils ont des ouvertures européennes aussi. Et donc je pense que ce regard d'avenir, ils l'ont. Ils l'ont plus que peut-être des personnes qui ont une vision moins globale des grandes tendances. Il reste qu'il y a des difficultés du quotidien, puisque à toutes ces mutations se surajoute la crise financière pour les collectivités. Et c'est souvent celle-là qui percute de façon très importante le quotidien de certains agents. Et il y a des choses à prendre en compte de ce point de vue-là. Loïc Corré, vous l'avez dit en substance, il faut professionnaliser la fonction RH dans les intercos notamment. Alors, si vous voulez bien, une réaction au rapport de la Cour des comptes rendu public c'était le 10 octobre. Le rapport est assez critique, notamment sur cette gestion RH. Ils disent qu'il y a des marges de progrès, bon ça très bien, mais j'ai pu lire, la plupart des collectivités territoriales ne disposent pas d'une vue complète et précise de leurs effectifs. C'est un peu embêtant quand même, et une gestion prévisionnelle insuffisante. On part de loin, si je puis dire. C'est un peu provoquant ma question, mais il y a beaucoup à faire. On part de très loin pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, l'éclatement des fonctions publiques, enfin des collectivités, faisait qu'effectivement, toutes les collectivités n'étaient pas capables de s'organiser de cette manière-là. Deuxièmement, s'il y a bien un point sur lequel un élu, quand il arrive à une mairie ou à une communauté, n'a pas fait de programme électoral, c'est bien sur le personnel. Jamais vous ne verrez d'un programme électoral. Alors sur l'investissement, il y aura, sur le personnel, vous ne verrez rien. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas vu comme un investissement d'avenir. C'est vu comme une charge, une dépense, mais pas un investissement. Or, c'est de l'investissement immatériel. Cet investissement immatériel, il faut le mesurer. C'est ce que dit un peu la Cour des comptes implicitement. On n'est pas très très bon. C'est vrai qu'en général, nos chiffres sont toujours un peu décalés. On a toujours un peu de mal avec ça. Alors, les centres de gestion, le CNFPT essayent de remonter beaucoup de choses, mais quand même, on n'est pas très au point sur ces questions-là. Et deuxième point, je crois que sur la GPEC, la mutualisation, tous ces nouveaux, tous ces débats qu'on a actuellement, c'est pas d'hier. Ça a été évoqué, ça fait partie de la mise en place petit à petit d'une jeune organisation, 84 maintenant. C'est ça, on est sur cette jeune organisation. Et ça veut dire une trentaine d'années. Oui, ça veut dire que maintenant, il faut franchir des degrés sans doute plus vite sur cette professionnalisation, parce que la GPEC, aujourd'hui,
y compris par rapport aux contraintes que vous évoquez sur les finances, mais pas que, pas que. C'est une vision absolument indispensable, mais ça exige d'avoir des niveaux de mutualisation et des niveaux de masse critique pour le faire. C'est-à-dire une commune de 3 ou 4 agents ou d'une dizaine d'agents ne va pas travailler sa GPEC de la même manière que quand vous êtes 5, 6, 700, 8 ou 1000 agents et où il y a des possibilités derrière, pas simplement de se poser la question du non-remplacement, parce que souvent c'est vu comme ça. La GPEC, c'est oui, comment on ne remplace pas l'agent qui part et comment on se débrouille derrière. Oui. C'est pas que ça, c'est la vision interne, c'est la formation, c'est la montée en puissance, c'est la montée en professionnalisation, c'est tout ce qui tourne aussi autour des opportunités d'agents d'une collectivité. C'est ça, une réflexion à moyen et court terme GPEC. C'est pas qu'un outil d'économie, ce que la Cour des comptes a trop de tendance à considérer. Je voudrais rebondir sur des emplois et des compétences. Tout à fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Loïc Corré, parce que je pense qu'en effet, le fait de considérer les fonctions RH comme un investissement, c'est extrêmement important. Le CNFPT, dans son nouveau projet de mandat, François Deluga a mis au cœur du projet la gestion dynamique des compétences professionnelles et l'accompagnement des collectivités, justement, pour bâtir cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et on dit souvent au CNFPT que les acteurs sont aussi importants que les actions. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir partager avec les élus. Parce que autant, il n'y a pas de question quand on se dit il faut pouvoir investir régulièrement sur un bâtiment pour qu'il reste aux normes, intéressant, autant cette question-là, on ne se la pose pas sur les compétences des gens. Et pour autant, le service public, il est bien fait par des personnes et il sera de qualité si on arrive à accompagner les personnes pour cette progression. Mais cette GPEC, ça viendra des nouveaux managers qui sortent de l'INET, ça viendra, et ça prendra combien de temps, Loïc Corré, pour qu'un rapport de la Cour des comptes soit positif sur la gestion RH des collectivités? Ça sera de la Cour des comptes. Il y aura toujours à faire, mais... Toujours. Mais ça viendra de l'INET, ça viendra du CNFPT avec ses formations. Moi, j'interviens en formation d'intégration des catégories A, qui est le niveau qui est le plus représentatif de nos collectivités. Mais c'est très clair. Loïc Corré, les élèves de l'INET, ok, on leur explique, mais là, les employeurs en responsabilité aujourd'hui... C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Quand on intervient auprès, justement, des formations d'intégration des cadres A dans tous les endroits du CNFPT où ça se fait, c'est l'endroit où il y a effectivement les interventions d'encadrement intermédiaire ou supérieur de toutes les collectivités. C'est là que ça se passe. Et là, effectivement, il y a un vrai effort pour leur dire, et moi j'interviens en leur disant ça, c'est vous avez des responsabilités qui vont être différentes, et deuxièmement, vous devez vous former au management tel que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, en fait, on considérait qu'un cadre A technique n'avait pas à s'occuper de management. Or, il doit le faire. Justement, s'il veut travailler sur un GPEC, il doit être aussi dans une vision du management de ses équipes, qui n'est pas simplement délégué à la direction du personnel ou à la direction des ressources humaines. C'est une décentralisation à l'intérieur de la maison qui doit être le plus loin possible pour que justement la prise en compte des acteurs soit très très importante. Avec une impulsion des élus. Et ça va prendre le temps qu'il faudra. Ouais. C'est vrai qu'en même temps, on était en train de parler de pause tout à l'heure sur la législative. C'était attention, calmons-nous sur l'aspect législatif, il faut qu'on ait le temps de digérer tout ça, de mettre en œuvre. La mise en œuvre, c'est nous. C'est effectivement toute la ressource humaine qui met en œuvre derrière tout ça. Et ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre, mais pendant le chantier, la formation continue. Je prends un autre exemple de ce point de vue-là. Tout ce qui va se passer sur la formation, là, le temps de travail, nous augmente le temps de travail, 1500, 1607, etc. On met dans ce package, OK, vous passez à 1607, je ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez 3 jours de formation supplémentaire obligatoire. D'accord. Ouais. Sur des sujets totalement transversaux. C'est un bon deal, si je puis dire. Et donc, voilà. Formation initiale, formation continue, évidemment. L'articulation, est-ce qu'elle doit être repensée justement entre les deux, formation initiale, formation continue, pour des établissements comme le vôtre, avec un axe plus fort sur l'accompagnement? De mon point de vue, c'est déjà le cas, puisque le projet ne scinde pas ce qui est mis en formation initiale et formation continue. Par rapport à cette question, est-ce que les collectivités locales sont capables de faire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Je trouve que le fait d'avoir un regard négatif est un peu sévère, déjà parce que les collectivités locales, toutes ces dernières années, ont su relever les défis de la décentralisation et le niveau de service public est très bon. Et après, dans les collectivités locales, comme pour les entreprises, on a des tailles qui sont très différentes. On a des très grandes collectivités locales qui ont des capacités en matière de RH qui sont sans commune mesure, avec des toutes petites qui se reposent sur des ressources plus faibles. Et c'est là tout l'intérêt d'organismes de mutualisation, comme les centres de gestion ou le CNFPT, de pouvoir d'entraîner de façon globale la fonction publique vers une amélioration de sa qualité professionnelle.
Véronique Robitaille, Loïc Corré, vous allez, je le disais tout à l'heure, intervenir sur une table ronde sur les enjeux RH. Quand on parle d'enjeux RH, on parle souvent du statut de la fonction publique territoriale. Alors, dites-nous, quel est votre constat? Est-ce que le statut est une opportunité pour réformer ou au contraire un frein? Il y a des lourdeurs. Est-ce qu'il faut le réformer? Est-ce qu'il faut le supprimer? On est dans une période où on parle beaucoup du statut des fonctionnaires, le nombre de... Alors là, actuellement, c'est la course à l'échalote sur le nombre de fonctionnaires qu'il faut supprimer. Je veux dire, c'est vraiment pas la meilleure manière d'aborder ce genre de débat. J'aimerais d'ailleurs qu'on revoie, on parlait d'Europe tout à l'heure, ce qui s'est passé dans les pays où on a supprimé les statuts, où on a fait du clientélisme, où on a fait des conventions collectives ou des choses comme ça à la place. J'aimerais bien voir un petit peu les résultats de ce que ça a donné. C'est une bonne étude à faire de ce point de vue-là. C'est pas forcément des économies. Hein. Ça se discute, tout à fait. Donc c'est pour ça que le statut tel qu'il est aujourd'hui demande toujours des évolutions, parce qu'il n'est pas déconnecté du monde. Donc il faut le faire évoluer. Mais en même temps, le statut tel qu'il est aujourd'hui, et ça j'en sais quelque chose en tant que praticien, il est beaucoup plus souple qu'on ne le dit, à condition d'avoir le courage de l'utiliser intégralement. Oui. Courage managérial. Vous dites à vos élèves à l'INET, au CNFPT, faire preuve de courage managérial? Alors ça tombe bien que vous me posiez cette question, puisqu'on a à Lyon le 8 novembre, donc très prochainement, une soirée de l'INET sur cette question du courage managérial, où on pourra débattre avec les cadres de direction des collectivités de ce territoire-là. Parce que le courage managérial, on l'a, mais il ne faut pas non plus se prendre pour des super-héros dans une posture un peu supérieure par rapport au reste des agents territoriaux. Vous parliez du statut. Pour moi, il y a deux grands principes dans le statut. Il y a continuité et il y a adaptabilité. Et ce n'est pas deux principes qui sont opposables. Si les agents publics ont besoin de s'adapter, comme tout salarié de toute organisation de travail, et je pense que ça, il faut qu'on s'y mette et qu'on ne les laisse pas seuls face à cette question de l'adaptabilité, puisque ça s'accompagne, il faut aussi donner les moyens aux gens de s'adapter. La continuité, c'est le bien commun, me semble-t-il, de notre système de société en France. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr, mais voilà. Est-ce qu'on peut innover en matière RH? Est-ce qu'on peut prendre des risques? Est-ce qu'on peut expérimenter? On a l'impression que les managers ou les élus locaux ont parfois du mal, ont des réticences. Alors il y a le poids des syndicats, Loïc Corré, mais expérimenter en matière RH, est-ce que c'est possible dans les collectivités? Ce sont des jeux de rôle qu'on connaît bien. Je le vois dans un certain nombre d'organisations au niveau national. Mais en même temps, si on n'a pas la reconnaissance du corps intermédiaire, on se retrouve dans les solutions que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le super-héros qui fait tout de suite. Et non, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que ces corps intermédiaires, qui ne sont pas assez reconnus d'ailleurs, puissent s'exprimer. Sans doute avec une culture différente aussi. Sans doute avec une culture différente, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple dans les collectivités, je pense, moi, que les CT, les comités techniques, peuvent se poser la question des budgets des collectivités pour en prendre connaissance et pour en prendre conscience, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils ne s'occupent jamais de ce genre de choses. Eh bien, il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur la formation des corps intermédiaires et du dialogue social. Et puis, je pense que sur le statut, on peut aller aussi, on peut travailler beaucoup, c'est en train de se faire sur l'adaptation des concours. Sur tout ce qui tourne autour des possibilités d'accueillir par exemple les apprentis, les stagiaires. Enfin, il y a un trop gros travail là-dessus qui est aussi notre rapport par rapport à la jeunesse, c'est-à-dire la suite. Ça concourt à l'attractivité de la fonction publique. Bien sûr, c'est impératif. Et puis, on a aussi beaucoup de choses qui sont possibles, qui l'étaient déjà avant. Croire que le RIFSEP change tout sur le problème. C'est les nouveaux régimes indemnitaires. Le régime indemnitaire change tout par rapport aux questions de mérite, entre guillemets. C'est pas vrai, on le faisait déjà avant. Et on pouvait le faire avant, à condition, je le dis tout à l'heure, de pouvoir le mettre en place. Mais à condition aussi que les agents aient des perspectives, des visions. C'est pas, si c'est au jour le jour, effectivement, le statut, comme les conventions collectives, ne servent pas à grand-chose. Il faut que ça soit dans une vision. Véronique Robitaille, est-ce qu'on tient suffisamment compte du mérite, de l'investissement, de l'enthousiasme des agents? Est-ce que ça fait partie des enjeux que vous expliquez aux élèves? Ce qu'on peut constater, c'est que la motivation et l'enthousiasme passent aussi par la reconnaissance. La reconnaissance, c'est aussi en premier lieu la connaissance, savoir qui est l'autre. Et en effet, il me semble que dans le fonctionnement des collectivités, il y a une marge de progrès dans le dialogue élu-administration de ce point de vue-là, et que peut-être le lien entre élu et encadrement pourrait être dans un modèle peut-être plus co-construit pour maintenir la motivation des uns et des autres. On arrive. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette affaire de Voilà. Allez-y, on est entre nous. On arrive au terme de notre échange. Le mot de la fin, succinctement, Loïc Corré. Alors, bon voilà, faut y aller, faut réformer, faut accompagner, faut associer. Pas avoir peur, surtout. Mais c'est un vrai débat.
Mais non, il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut être à la fois capable de gérer, je dirais, ses ressources humaines de manière très professionnelle avec un dialogue social qui est accompli. Et deuxièmement, de s'accompagner. Et ça rejoint ce que vous venez de dire. L'accompagnement pour les élus, c'est avoir effectivement des équipes d'organisation administrative qui soient très professionnelles et qui soient aussi de ce point de vue-là, moi je dis toujours, hein, c'est on exécute, on propose et on alerte. Exactement. C'est ça. Et puis, autre point aussi, on n'est jamais tout seul. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des tiers de confiance. CNFPT, centre de gestion, ce sont des tiers de confiance. On ne fait pas tout seul. Conclusion, Véronique Robitaille. Vous approuvez ce que vient de dire M. Tout à fait, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie sur les territoires, que c'est un lieu où on peut agir avec les habitants. Il y a de l'engagement du côté des élus, il y a de l'engagement du côté des agents. Il faut aussi un peu faire confiance aux capacités. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous les deux pour cet échange.